8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Week-end particulièrement neigeux en montagne. Ifrane arbore un décor de cartes postales pour le plus grand bonheur de ses visiteurs. Les déneigeuses tournent à plein régime pour dégager les routes et permettre une meilleure fluidité de la circulation, notamment en cette période de vacances scolaires. Également au menu de ce journal, le décryptage dominical de l'actualité nationale, adoption de la loi organique sur le droit de grève, réforme de l'éducation et bien d'autres dossiers d'actualité. Nous ferons le round-up en compagnie de notre consultant Moustapha Sahini. Nous parlerons également high-tech. Le secteur vit une onde de choc provoquée par la start-up chinoise DeepSeek. Son modèle d'assistant moins gourmand en énergie et moins coûteux que ses rivaux, notamment ChatGPT, signe la fin de l'hégémonie des mastodontes américains. Que vaut vraiment cette pépite venue d'Asie? On vous dit tout dans quelques instants. Bonsoir, c'est un temps froid qui réchauffe les cœurs, un ciel bien chargé qui a arrosé abondamment plusieurs de nos régions. Cet épisode pluvieux est parti pour durer et prévoyez demain de fortes pluies localement orageuses à Tétouan, Chefchaouen, Fahsen-Jra, Modir-Fnidaq, Taza, El Husseima, avec de belles hauteurs attendues. Elles oscilleront entre 35 et 50 mm. Conditions presque identiques à Sfro, Driouch, également à Nador et Berkane. La neige s'invitera à son tour dans plusieurs de nos provinces. Prudence, dès ce soir, des flocons viendront envelopper les provinces d'Ifrane, Sfro, Boulman, Taza et Gersif, avec des épaisseurs comprises entre 10 et 20 cm. Ces précipitations généreuses devront déborder vers Midelt, où les hauteurs de neige avoisineront demain les 40 cm. Et la météo n'annonce pas encore d'accalmie. Fort heureusement, notre pays renoue enfin avec son climat de saison. Au milieu de ce décor hivernal, des routes enfouies sous la neige, comme dans la province d'Ifrane où il est tombé aujourd'hui 20 bons centimètres de poudreuse. Pour dégager la route, on sort les gros moyens. Les saleuses se feraient un chemin sur les chaussées enneigées. Sur place, arrêt sur image signé Ahmed El Fadeli avec Zakaria Mokhinbillah. Voilà à quoi ressemblent les paysages sur les hauteurs de la province d'Ifrane. Des superficies totalement recouvertes par la neige. Sur les axes routiers, les voitures roulent par endroits en longue file et à vitesse réduite. Une situation qui exige l'organisation de la circulation. Dès les premières chutes de neige, les équipes du ministère de l'équipement se sont mobilisées pour rétablir la circulation. Le pouzzoulan nous permet de rouvrir les routes dans un court délai. La circulation peut alors reprendre tout en poursuivant nos opérations d'évacuation. Une fois appliqué sur la route, le pouzzoulan lui confère un teint sombre même s'il y a du verglas. Les conducteurs n'ont rien à craindre car cette substance permet de libérer les routes. Profitant des vacances scolaires, de nombreux visiteurs ont fait le déplacement pour profiter de l'ambiance de la neige. Pour une conduite sécurisée, il est indispensable de s'adapter aux conditions de la route, en respectant strictement le code de la route, notamment au niveau des virages, pentes et routes escarpées, et à éviter la vitesse excessive, inadaptée aux conditions climatiques difficiles. Avant de prendre la route, il faut vérifier l'état de la voiture et les pneus. Il faut aussi suivre les bulletins météo et s'informer sur la fermeture éventuelle de certaines routes afin de les éviter ou de reporter son voyage. Il est indispensable de vérifier les pneus, le chauffage, les essuie-glaces. Il est nécessaire de respecter la distance de sécurité, ainsi que les recommandations des autorités et du ministère de l'équipement. Il faut éviter de freiner ou de rouler vite, car la vue est réduite en ces circonstances. Suite aux averses et chutes de neige qui ont intéressé plusieurs provinces, l'Agence nationale de la sécurité routière a appelé l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques, d'autant plus que le retour des vacances promet une circulation plus dense sur les différents axes routiers.
Et comme tous les dimanches, nous vous proposons un round-up de l'actualité nationale. J'accueille en plateau le politologue et professeur de droit, Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'on commence avec le projet de loi organique relatif au droit de grève, adopté vendredi soir, tard, par la Commission de l'enseignement des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers. Le texte doit être approuvé demain en plénière avant son transfert à la Chambre des représentants. Et l'on sait que l'exécutif a assoupli sa position à l'égard de certains points. Quels sont-ils? Enfin, nous avons un texte donc, qui a été adopté par la commission compétente de la Chambre des conseillers. Pourquoi c'est la Chambre des conseillers? Parce que constitutionnellement, quand c'est des projets de loi d'ordre social, la priorité est donnée donc à la Chambre des conseillers. Alors, ça a été adopté par la commission compétente, par 10 voix contre 5. C'est transmis demain, vous l'avez dit, en plénière à la Chambre des conseillers, demain midi. La Chambre des conseillers, demain midi. Ensuite, il doit être évidemment validé par la Chambre des représentants. Donc, c'est une grande avancée institutionnelle et politique aussi, démocratique, parce que nous étions face à une situation où il y a une constitution 2011, il y a un article, l'article 29, qui prévoit une loi organique sur la loi de grève, et nous sommes donc 14 ans après, nous étions en panne d'un texte relatif au droit de grève. Alors, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'il y a évidemment, il y a eu beaucoup de débats. Vous le savez, entre les organisations syndicales et le département ministériel en charge, il y a eu des centaines d'amendements qui ont été proposés, 218 exactement. Les points d'accord maintenant qui ont été finalisés intéressent un certain nombre de points. Par exemple, une définition plus large de la grève. La définition proposée par le gouvernement était jugée restrictive par les organisations syndicales. Également, le droit de grève éligible à toutes les catégories, ce qui n'était pas le cas dans le premier projet gouvernemental, notamment le secteur privé, les fonctionnaires du secteur public, les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés, les domestiques et les autres professions. Parce que c'est un droit constitutionnel. Et donc, il saurait y avoir un droit constitutionnel à la carte pour certains et pas pour d'autres. C'est un acquis important. Et sur ce plan-là, la position des organisations syndicales était fondée, elle est légitime. J'ajoute également un accord qui a été fait sur la réduction des délais, les délais d'appel qui passent de 10 jours à 7 jours. Également, la réduction du délai de préavis de 7 à 5 jours. Enfin, il y a des pénalités en hausse pour les employeurs, mais aussi pas de contraintes physiques pour les grévistes. Enfin, un dernier point, c'est que maintenant, enfin, on a réglementé, si je puis dire, les services minimums où il ne peut pas y avoir de droit de grève. Je pense au transport, je pense à la justice, à l'administration pénitentiaire, les services sécurité, les soins d'urgence, etc. Donc, c'est un acquis et il faut s'en féliciter. Et pendant ce temps, la réforme de l'éducation suit son cours. Le chef du gouvernement a présidé vendredi la réunion de la Commission nationale de suivi et d'accompagnement de la réforme du système d'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. L'occasion de dresser un bilan, notamment de la mise en œuvre des plans sectoriels et de fixer les priorités. Quels sont les points clés de cette réforme? La réforme d'enseignement relève d'une catégorie particulière, celle qui réclame un temps long. On ne peut pas faire une réforme d'éducation avec des petits bébés, il faut l'inscrire dans un temps long parce que c'est le cursus qui veut ça, c'est 5 ans, 10 ans, etc. En l'espèce, il y a une feuille de route qui a été définie par le gouvernement pour la période 2022-2026. Laquelle feuille de route s'inscrit dans une vision définie donc en 2015 jusqu'à 2030. Les points fondamentaux de cette réforme sont connus, je les rappelle. D'abord, l'apprentissage généralisé des fondamentaux, également l'extension de la scolarité obligatoire, ce qui n'est pas toujours le cas, contrairement à ce qu'on peut croire. Il s'agit également de doubler le taux d'élèves dans le primaire et de doubler également les chiffres des élèves dans les activités préscolaires
enfin aussi de réduire la déperdition. Nous avons un système éducatif, il y a beaucoup de déperdition, donc il s'agit de prendre des mesures appropriées pour réduire cette déperdition, c'est-à-dire cette perte et ce décrochage d'élèves du circuit scolaire. Et puis il y a un certain nombre de principes qui sont toujours là, qui s'imposent. Par exemple, l'égalité des chances. Nous devons avoir une école où il y a l'égalité des chances. Le budget est important, il y a un gros effort qui a été fait, il a augmenté de 35% entre 2019 et 2023. Pour 2025, il est 62 milliards de dirhams, c'est extrêmement important. 2019, il était 62 milliards de dirhams. Il s'agit également d'améliorer l'offre pédagogique, non seulement la qualité des programmes, mais aussi le recrutement du personnel enseignant, et puis aussi de généraliser l'expérience pilote, qui est celle des établissements pionniers, qui est une expérience intéressante qui couvre pour l'instant des centaines d'établissements scolaires. Il y a 2600 écoles et 1 300 000 élèves. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette expérience des établissements pionniers qu'on va généraliser ce système-là. Donc c'est un acquis et c'est une réforme qui est en marche. On enchaîne, professeur, avec la tombée de rideau hier sur la 61e session du Conseil exécutif de l'Organisation des villes arabes qui s'est tenue à Tanger. Les délégations représentant les grandes villes arabes ont pris part au débat. Et en matière de gestion des affaires locales, on constate la coopération conjointe et privilégiée. Dans quelle mesure cet échange d'expérience est-il crucial pour bâtir les villes de demain? C'est important que cette organisation des villes arabes, vous savez qu'elle a été créée en 1967 au Koweït. Donc elle a plus de 58 ans, c'est extrêmement important. C'est une organisation qui joue un rôle important parce que il s'agit de se préoccuper des villes dans les pays arabes. Alors ça implique quelle problématique? D'abord une gouvernance locale avancée. Une meilleure gouvernance, mais avec le souci de la durabilité. Il faut que ça dure, il ne faut pas que ça soit des réformes comme ça en trompe-l'œil. Et en même temps, que ça s'inscrive dans une planification urbaine. Donc il faut penser aménagement urbain à travers les villes. Sur ce plan-là, le Maroc, vous savez, a des propositions intéressantes qui sont même exemplaires pour ce qui est ce développement des villes, notamment le programme de réaménagement et de valorisation, de réhabilitation des anciennes médinas. C'est extrêmement important. C'est pas beaucoup fait dans les autres villes arabes, vous le savez. Également des travaux d'infrastructure, de rénovation. J'y ajoute le souci de préservation de l'environnement, et également de l'identité culturelle des villes arabes. Et il faut le dire, c'est une vision d'un nouveau modèle de développement urbain. Et je crois que sur ce plan-là, le Maroc a des avancées, des propositions. Pourquoi? Parce que la ville, c'est un espace de vie. Un espace de vie pour les citoyens. Il faut qu'il y ait le bien-être des citoyens, mais c'est aussi un moteur de développement. L'expérience montre que les villes sont un facteur de développement. Et puis, on a évoqué aussi à cette occasion la situation particulière d'Al-Quds. Le Maroc a soulevé ce point-là avec insistance, parce que c'est une ville qui est occupée, c'est une ville qui subit des atteintes à son identité, à son patrimoine. Et sur ce plan-là, donc le Maroc est mobilisé pour une coopération renforcée entre les villes arabes pour la préservation d'un patrimoine commun, celui des villes arabes avec leur mémoire, leur histoire, leur culture, etc. Place à présent à ce record historique, 17,4 millions de visiteurs en 2024. Le Maroc se positionne en tête des destinations touristiques africaines. C'est ce que nous a fait savoir cette semaine le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui intervenait lundi lors de la séance mensuelle consacrée aux grandes orientations de la politique touristique. Une performance que Aziz Akhnouch attribue à l'efficacité des stratégies adoptées dans le secteur après les temps des crises. Rappelant que le tourisme battait de l'aile en raison du Covid il y a 3 ans seulement. Aujourd'hui, le tourisme reprend son envol. Quel regard portez-vous sur ce regain d'activité? L'optimisme, oui. Le chef du gouvernement a raison de saluer ce chiffre de 17,4 millions de touristes en 2024. C'est plus de 3 millions de touristes par rapport à 2023. C'est extrêmement important. Et ça place le Maroc, tenez-vous bien, comme première destination touristique africaine devant l'Égypte et devant l'Afrique du Sud. L'Égypte a fait 15,5 millions de touristes, nous on a fait 2 millions de plus. Il y a là un plan, une feuille de route aussi qui a été définie par le gouvernement, vous savez, jusqu'à 2026.
Une feuille de route qui a été actualisée d'ailleurs en juillet 2024 avec un plan ambitieux, lequel la certification des expériences. Il y a un personnel touristique, mais il faut que son expérience soit certifiée. Donc c'est important comme valorisation des ressources humaines. Nous avons atteint aujourd'hui 3000 certifications. Il y en aura 4 à 5 000 en 2025. Il est prévu 7 500 certifications en 2026. Problème également de la formation, l'excellence de la formation, sans oublier la formation continue du personnel. Il faut continuer à le former. Il y a également une politique de valorisation en faveur des cadres avec des programmes spécifiques. Il est prévu 9000 techniciens. Vous savez, le tourisme, c'est un métier. C'est un métier très spécialisé, c'est extrêmement important. Donc il faut des techniciens. Il est prévu un programme de 9000 techniciens. Et puis, 2 autres observations pour finir. C'est une situation qui favorise l'investissement. On a eu en 2024 un investissement qui a bénéficié de conditions particulières, donc avec des produits, des mécanismes, notamment Go-Siyaha. Ça a bénéficié à 1700 entreprises. Les investissements dans le secteur de 2024, c'est 8 milliards de dirhams. C'est important, c'est pas assez, mais c'est important, surtout compte tenu des enjeux, des contraintes du secteur touriste dans la période de l'hypothèse et la séquence 2025, évidemment, mais surtout 2030, où il faut donc arriver à 26 millions de touristes. Enfin, des contrats régionaux. Il y a une convention qui a été signée. Une dernière observation, et au-delà du chiffre, il faut s'intéresser au modèle de développement. Nous avons du chiffre, mais nous avons moins de nuitées par rapport à ce chiffre. Et nous avons moins de dépenses des touristes au Maroc, c'est $600. L'Égypte, le touriste dépense en moyenne $1000. En Afrique du Sud, $1200. Donc il y a là une nécessité d'une réarticulation de notre produit touristique pour améliorer les recettes et les nuitées. Ça, c'est important pour le tourisme. Et l'avenir s'annonce de toute façon prometteur. Prometteur parce qu'il faut du volontarisme, il faut continuer, et c'est le volontarisme qui est la clé. Je vous remercie, professeur Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Il annonce une nouvelle ère pour le secteur technologique. DeepSeek, c'est son nom. Le lancement de cet assistant par la start-up chinoise du même nom fait sensation depuis des semaines déjà. Et pour cause, sans faible coût de développement et d'utilisation. Un concurrent redouté des géants américains de l'intelligence artificielle. Maria Awad nous démêle le vrai du faux autour de la montée en puissance du modèle chinois. Il permet de résoudre des problèmes mathématiques des plus ardus ou de créer des sites web en un seul clic. Le nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par la Chine, DeepSeek, révolutionne l'IA et fait trembler le géant américain ChatGPT, jusque-là leader de sa catégorie. Capable d'analyser le comportement et les préférences des utilisateurs et doté d'un capteur émotionnel, le chatbot DeepSeek se vante de son accessibilité simplifiée. Téléchargeable gratuitement, la start-up chinoise n'en finit pas de secouer la communauté internationale. Tous les utilisateurs de par le monde pourront constater par eux-mêmes l'efficacité de DeepSeek. Pour ma part, je suis convaincu que cette application va apporter un nouveau souffle numérique en bousculant l'ordre établi. Cette plateforme s'appuie sur la technologie de pointe. Pourvue d'un modèle de langage de grande taille, elle permet aux entreprises et aux développeurs de créer des interactions qui se veulent naturelles et efficaces, capables de produire des réponses nuancées et pertinente, et ce, dans une multitude de domaines. Véritable coup de tonnerre pour l'hégémonie de Google. La start-up chinoise provoque un krach boursier à hauteur de 1400 milliards de dollars perdus en une seule journée. Une rivalité technologique et géostratégique qui pousse le président américain Donald Trump à réagir, poussant ainsi les entreprises américaines à se remettre en question en réduisant notamment leurs coûts très élevés.
Vous savez, l'intelligence artificielle bouscule le droit de la concurrence comme aucune innovation technique ne l'avait fait auparavant. Je trouve d'ailleurs cela remarquable, car bien que l'homme n'ait plus tout à fait le monopole de la création, l'intelligence artificielle, elle permet de se remettre en question en améliorant continuellement ses performances et sa manière de créer du contenu. De plus, il ne faut pas oublier que l'IA peut aider les entreprises à réduire leurs coûts en automatisant les processus et en améliorant l'efficacité. Peu onéreux et écologique, le modèle d'intelligence artificielle chinois n'en finit pas de secouer le monde de la tech. Plus abouti, plus polyvalent et capable de remettre en question ses propos pour les corriger. Le modèle DeepSeek marque une étape cruciale dans l'affrontement entre les États-Unis et la Chine par technologie interposée, en se hissant d'emblée à la première place des téléchargements sur l'Apple Store américain. Un petit mot de sport avant de refermer ce journal. Les amateurs de snooker, je vous invite à revivre quelques extraits de la prestigieuse finale des championnats du monde de la discipline. Elle a d'ailleurs été disputée chez nous à Saidia, plus précisément. C'est le Chinois Gao Yang qui a remporté la finale de ce tournoi relevé à l'issue d'un match âprement disputé contre le Maltais Brian Cini. Sophia Fgroth. Sous les yeux des amateurs de snooker venus des quatre coins du monde, les deux finalistes restent concentrés, le geste est élégant et va droit au but. Mais c'est finalement le jeune Chinois Gao Yang qui a pu se défaire du Maltais Brian Cini sur le score de 5-3, arrachant le plus important titre de sa carrière et sécurisant par la même occasion une place dans le World Snooker Tour. Le Maroc a très bien organisé l'événement et cet endroit m'a porté chance. J'aime beaucoup le pays et j'ai adoré cette ville et son tapis. Le tournoi organisé à Saidia met en lumière la popularité grandissante du snooker au Maroc, mais aussi la vocation de la station balnéaire pour le tourisme sportif. Un grand honneur de venir dans ce beau pays qu'est le Maroc et dans ce site exceptionnel qu'est Saidia. Nous avons été si bien accueillis que nous nous sentons à la maison ici. L'événement s'est très bien déroulé et nous avons hâte de publier les photos partout dans le monde et montrer aux gens à quel point cet endroit est magnifique. Franchement, je voudrais remercier toute la région de Saidia, la SDS de nouveau, puis bien entendu Mourad Mahi, le président de Morocco Snooker, pour nous avoir donné la chance d'apporter un championnat du monde au Maroc, ce qui est bien entendu un challenge important qui a été réussi. La finale de Saidia confirme que le snooker amateur marocain est en pleine expansion. L'espoir de voir de plus en plus de talents s'exprimer sur le tapis vert. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.